Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes ce matin avec François Loz. Bonjour François. Bonjour Corentin. Alors vous êtes étudiant à Sciences Po, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes un habitué du livre au journal du faux et aussi de l'étudiant libre. Et aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de la réforme des retraites. Alors oui, absolument. J'avoue ne m'être penché que récemment sur le projet de réforme du système des retraites du gouvernement Borne. Il y avait quelque chose en moi qui peinait à s'intéresser à cette énième convulsion du monstre bureaucratique français. Mais alors, j'ai fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle, j'ai épluché la presse de gauche comme de droite, sans dédaigner les libéraux ni les socialistes. Et je dois avouer que mon peu de compétences dans le noble art de la finance ne m'a pas permis de trancher le débat et de me faire une idée sur le bien fondé ou non de cette réforme. Je pense qu'on peut légitimement avoir autant d'incertitudes sur le bien fondé de cette réforme que de certitudes sur le fonctionnement du système actuel. Tous s'accusent, je veux dire les libéraux et les socialistes, vous voyez, de conjectures, de prédictions faramineuses. On ne sait au fur et à mesure ni qui croire, ni que croire. Et toutes leurs démonstrations bourrées de diagrammes et de graphiques ne semblent plus être qu'un grand château de cartes. Alors vous avez tout de même un avis sur qu'est-ce que cette réforme révèle de notre société ? Alors, je ne suis pas... Oui, exactement. Je ne suis pas vraiment parvenu à me faire un avis sur la réforme en elle-même, mais il me semble qu'elle met en évidence beaucoup de maux de notre époque. Alors, je ne m'attarderai pas à pleurer sur l'état de la démocratie, que j'affectionne bien peu. Mais je constate encore une fois la vaste imposture pharisienne des élites républicaines qui nous servent de grands discours sur les valeurs démocratiques et qui piétinent le peuple dès qu'elles en ont l'occasion. Quand 2/3, si ce n'est 3/4 des Français sont opposés à cette réforme et que le gouvernement décide sans sourciller de passer en force, tandis que la soi-disant opposition est incapable de s'unir pour voter une motion de censure, comme sommes-nous vraiment en démocratie ? Il est bien difficile d'aimer le gouvernement de la masse, je vous l'accorde, mais la dictature des scribes et des pharisiens qui trompent la foule et tuent le juste est encore plus méprisable. Comme nous le raconte l'Évangile, le peuple, lui au moins, avait fait les rameaux. Alors, je dois vous avouer que le point de cette réforme qui m'a le plus interrogé, c'est celui, vous savez, du passage de l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. 2 ans de plus, vous me direz, ce n'est pas grand-chose. Pourtant, le simple fait de l'avoir envisagé suffit à faire descendre les Français dans la rue. Je pense que vous le voyez comme moi, imaginez-le vous, le bourgeois. Il n'est pas gras, comme ceux du 19e siècle, parce qu'il mange bio et fait du fitness. Je m'excuse pour l'anglicisme, je sais qu'ici... 1 euro dans le cochon. Exactement. Mais bon, l'anglicisme n'est pas de moi, il est bien connu, et il désigne parfaitement cette discipline bourgeoise. Enfin bref. Il n'est pas non plus en trois pièces, un cigare à la bouche, comme ses aïeux du commerce de la houille et de l'acier, mais plutôt en col roulé comme Bruno Le Maire, sirotant une boisson si sucrée que les gosses du dernier siècle l'auraient recraché immédiatement. Lui qui se disait un éternel adhérent les Républicains, on les connaît, est allé tapiner ces 6 dernières années chez En Marche. Ah, le pauvre bourgeois. La fidélité ne fut jamais sa vertu. Il va là où bruissent les billets, par où tintent les pièces. Mais tout content de lui, entre 2 lampées sucrées, il soupire que les Français, comprenez-vous, sont paresseux. A-t-il complètement tort, notre bourgeois ? Il est vrai que l'État socialiste est infantilisant. C'est, vous savez, l'objet du livre de Carl Schmitt, Théologie politique, dans lequel il explique que tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Le terme même d'État-providence témoigne de cette confusion. L'État moderne est Dieu sur terre. Comme lui, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Comme les Juifs au désert, les peuples modernes attendent le bec ouvert, la manne tombant de la gracieuse main de l'État. L'État fait la loi, distingue le bon du mauvais, dispense ses grâces, applique ses sentences, envahit l'intimité et encadre la vie de la société. Sûrement l'État moderne est-il ce que nous avons de plus proche de l'incarnation du Dieu de Mahomet. Il en a le despotisme intrinsèque, et comme le dieu des morts, il cultive la servilité et le fanatisme plus que la liberté et la vertu. Georges Bernanos écrit à son sujet dans La liberté pour quoi faire que, j'aime beaucoup cette phrase, « L'État moderne est mi policier, mi usurier, il a un œil dans toutes les serrures et une main dans toutes les poches. » L'État républicain, en France, qui s'est choisi pour symbole Marianne à la mamelle exhibée, promet à ses enfants, contre leur docilité, un éternel allaitement. Alors les Français, dont cette étrange figure maternelle vient flatter la cupidité, obtempèrent. Et quoi de plus normal qu'un enfant qui pleure quand on lui retire le sein ? Mais quand même, est-ce qu'on peut pour autant blâmer les Français ? Est-ce que les Français sont à blâmer ? Eh bien, mon cher Corentin, vous avez raison. Ce cher bourgeois, comme toujours, n'a qu'à moitié raison.
Ton pauvre esprit, par orgueil, accomplit une demi-réflexion, mais s'arrête en route par manque de vertu. C'est pourtant lui qui a fait cet état contre lequel il soupire. Comme l'explique Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste, les corporations, les droits régionaux, les douanes, les privilèges, les noblesses, je cite, entravaient la production au lieu de la faire progresser. Ils se transformèrent en autant de chaînes qu'il fallait briser, et on les brisa. Fin de citation. Et c'est pourquoi ils ajoutent que la bourgeoisie a joué un rôle éminemment révolutionnaire dans l'histoire. Avec l'État centralisé, voyez-vous, le bourgeois avait gagné. Il avait à sa merci une seule masse de travailleurs, une seule masse de consommateurs, encadrés par un unique droit, un unique code douanier, et tout venait d'en haut. Aujourd'hui d'ailleurs, on voit cette même entreprise à l'œuvre en Europe. L'Union européenne soulage la bourgeoisie mondialisée, gênée dans ses investissements par les particularités nationales. Le bourgeois se fit nationaliste pour tuer les régions, européiste pour tuer les nations, demain, et nous y sommes déjà, il se fera mondialiste pour tuer l'Europe. En France, il en fut de même. Le capitaliste libéral fit sauter tout ce qui séparait l'individu de l'État, mais qui, par là même, le protégeait de celui-ci. Les réformes sociales contre lesquelles la bourgeoisie rouspète ne furent qu'une maigre concession faite pour maintenir la masse tranquille. Et oui. Le bourgeois, tout en offrant au monde la liberté et les droits de l'homme, comprenez-vous, lui apprit qu'il n'y en avait en réalité qu'une seule liberté, celle de spéculer, ou celle de consommer, c'est à peu près la même chose, celle-là même qu'il se réservait pour lui. Devant l'imposture qui devenait éclatante, le socialisme demanda dans le fond simplement la possibilité pour tous d'être bourgeois. Dans une poignée de mains graisseuses, ils crurent aux promesses qu'on leur fit et rangèrent les pavés pour retourner enfiler leur bleu de travail. Voilà tout. Oui, mais le travailleur français est devenu finalement un enfant râleur. Ah, ce serait un petit peu trop injuste de résumer les choses ainsi. Je suis d'accord avec vous. Plus que de la paresse, tout simplement, quelque chose lui est devenu insupportable dans le travail. Quelle triste affaire d'ailleurs de voir, lorsque l'on voit ce qu'est devenu sûrement la race la plus laborieuse de l'histoire, la race française, celle qui édifia sans un bruit l'immense dentelle de cathédrale qui recouvre notre pays. Il me semble un peu grossier, oui, d'assurer que ce n'est que par paresse que les Français, dont les aïeux mouraient dans leurs ateliers le burin à la main, ne supportent pas l'idée de 2 années de plus de travail de plus. Le capitalisme libéral a fait de ce peuple des bourgeois, et comme Tocqueville l'observe dans l'Ancien Régime et la Révolution, que dans la société dont accouchent les Lumières et 1789, je cite, « l'envie de s'enrichir à tout prix, le goût des affaires, l'amour du gain, la recherche du bien-être et des jouissances matérielles y sont donc les passions les plus communes. Ces passions s'y répandent aisément dans toutes les classes, pénètrent jusqu'à celles qui avaient été jusque-là les plus étrangères et arriveraient bientôt à énerver et dégrader la nation entière. » Fin de citation. Le philosophe normand, si perspicace, ne voyait que les premières pousses de ce nouveau monde. Très vite, le progrès et les machines ont chassé à grands coups de pied le paysan de son champ, l'artisan de l'atelier, et les ont traînés bon gré, mal gré dans la grisaille des villes pour remplir leurs usines. Enfin, la France des usines n'existe pas. La France des usines n'existe pas. Vous voulez dire, elle n'existe plus, oui. Oui, il n'existe plus. Oui. Bah oui, parce que vous voyez, mon cher Corentin, le progrès et l'argent sont de grands amis et ils trottent souvent main dans la main. Ils n'attendent personne, alors on ferma les mines et les usines aussi vite qu'on les avait ouvertes. On brisa le peu que les ouvriers avaient trouvé dans ce monde des usines. On se sentait, vous voyez, un petit peu solidaire face au patron, unis dans la misère, avec cet étrange sentiment d'être de la mine comme on est d'un pays, comme chante Pierre Bachelet. Mais l'explosion capitaliste qui suivit le deuxième conflit mondial y mit fin. Après des années à suffoquer, du jour au lendemain, toutes les bonnes mères de famille eurent leur grille-pain et leur machine à laver le linge, tous les bons pères de famille leur peignoir et leur automobile. Il faut les comprendre. Le peuple entra d'un grand pas dans la classe des possédants en criant avec eux « Vive le progrès, vive les machines et vive l'argent !» Ils étaient pourtant dupes. Qu'on ne s'y trompe pas, le peuple avait toujours possédé. L'industrie lui enleva tout et lui rendit d'un coup, plus qu'il n'avait jamais demandé, mais vicié de l'esprit bourgeois. Alors lui qui s'était toujours satisfait de peu est désormais insatisfait de plus qu'il n'a jamais eu. C'est incompréhensible. Ces anciens ouvriers, après avoir étouffé pendant un siècle, se ruèrent sur la fausse liberté qu'offre la croissance libérale. Qui n'eût pas fait de même d'ailleurs. Souriant, ils vinrent donc aux côtés de ces patrons qu'ils avaient jadis haïs se prosterner devant Mammon, leur libérateur. L'expert comptable ou le directeur en communication gagne plus que le menuisier ou le paysan, c'est certain. Mais ce fut au prix du sacrifice de leur liberté. Ils ont mis le doigt dans l'engrenage et se sont fait embarquer dans la grande course capitaliste, voyez-vous. Toujours rester productif, rentable, performant, dormir, manger, travailler, répéter.
Tout cela pour embrasser la liberté bourgeoise, celle de consommer, celle de spéculer. Et en fait, finalement, les Français ont tout perdu dans cet embourgeoisement. Oui, enfin, je ne pourrais pas le dire aussi bien que Peggy qui décrit cette grande défaite en réalité du peuple dans l'argent. Je cite, « Nous avons connu, nous avons touché un monde, enfant nous y avons participé, où un homme qui se bornait dans la pauvreté était au moins garanti dans la pauvreté. C'était une sorte de contrat sourd entre l'homme et le sort, et à ce contrat le sort n'avait jamais manqué avant l'inauguration des temps modernes. Il était entendu que celui qui faisait de la fantaisie, de l'arbitraire, que celui qui introduisait un jeu, que celui qui voulait s'évader de la pauvreté risquait tout. Puisqu'il introduisait le jeu, il pouvait perdre. Mais celui qui ne jouait pas ne pouvait pas perdre. Il ne pouvait pas soupçonner qu'un temps venait, où il était déjà là d'ailleurs, et c'est précisément le temps moderne où celui qui ne jouerait pas perdrait tout et tout le temps, et encore plus sûrement que celui qui joue. » Fin de citation. Tout cela relève d'une fausse compréhension du travail comme de la liberté. Le moderne s'imagine, c'est aujourd'hui criant chez les communautés, vous savez, LGBT, enfin voilà, qu'on connaît, et qui promeuvent toutes sortes de déviances sexuelles, que la liberté est de se libérer de toute nécessité, de tout déterminisme. Ce qu'ils appellent déterminisme n'est en réalité rien d'autre que le réel. L'Occident, de Sophocle à Pascal, nous apprend que la liberté consiste exactement en l'inverse, c'est-à-dire à épouser le réel, à désirer ce qui est, non pas ce qui n'est pas. Le moderne aime tant l'argent parce que l'argent lui fait croire qu'il peut se déterminer lui-même, qu'il est enfin libre d'être ce qu'il veut, acheter ce qu'il veut, vivre où il veut. C'est pourquoi le moderne est la créature sûrement la plus hostile à la grâce. Le comptable se pense plus libre que le paysan du Moyen-Âge. Il a lui-même choisi son entreprise, son métier, la ville d'exercice de ce métier, sa femme, son nombre d'enfants, son épargne, la couleur de sa voiture. Aujourd'hui, il est comptable à Strasbourg, demain il sera conseiller financier à Toulon. C'est merveilleux. Mais c'est justement pour toutes ces raisons qu'il est aussi aliéné que l'ouvrier du 19e siècle. S'il peut travailler à n'importe quel poste, dans n'importe quelle ville, acheter n'importe quoi et vendre n'importe quoi, c'est qu'un autre pourrait faire toutes ces choses-là à sa place. Rien n'est irremplaçable dans le monde moderne et chez les modernes. Il est un travailleur délocalisable que l'on balade d'open space en open space pour pouvoir s'acheter une maison dans le Périgord. Lui qui vient d'Avignon, il a abandonné son sang, ses origines, son devoir. Il a abandonné d'être quoi que ce soit de constant, d'unique, donc tout simplement d'être. Il pense que la liberté est dans le changement, dans l'inconstance et le tumulte, tout l'inverse de son aïeul d'ailleurs qu'il méprise. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise le travailleur traditionnel par rapport au travailleur moderne ? Eh bien, vous voyez, ce pauvre esclave enraciné, quasiment au sens propre du terme, si on voulait le déplacer, on le tuerait. Tout le monde qui l'entourait était la prolongation de son être. Tout sortait directement de ses mains, ou alors de celles des siens, ou enfin de celles de Dieu. Il travaillait la terre qui fut depuis des siècles mouillée par le sang et la sueur de ses pères. Leur dépouille nourrissait le sol même qu'il travaillait, comme la sienne l'a fait à son tour, et celle de ses enfants également. La maison qu'il possédait, il n'en aurait pas d'autre. Inutile d'y mettre un prix, elle n'en a pas. Donnez-lui 4 autres murs de torchis qui ont vu naître, grandir et mourir son sang, peut-être qu'alors il y réfléchira. Le jeune forgeron, lorsqu'il ramassait son marteau et qu'il allumait la fournaise un rude matin de janvier, ne se posait pas la question « Ne serais-je pas mieux à tailler de la pierre ?» Il était forgeron comme il était homme. Simone Veil, la grande comme l'appelle Gustave Thibon, écrivait « L'homme est un être borné, à qui il n'est pas donné d'être, comme le Dieu des théologiens, l'auteur direct de sa propre existence. Voilà l'homme traditionnel. On pourrait mettre dans sa bouche les mots de Pascal, je cite, « Cela étant bien compris, je crois qu'on ne se tiendra en repos chacun que dans l'état où la nature l'a placé. » Dans ce repos, il est vraiment libre, puisqu'il ne cherchait pas à jouir, il ne cherchait, cet homme traditionnel, pas à jouir d'une liberté qui n'était pas celle de sa condition. Il l'embrassait parfaitement et exerçait ainsi la liberté profonde de l'âme, c'est-à-dire celle de s'ouvrir à la grâce. Vous voyez ce que je veux dire ? L'homme du Moyen-Âge apprenait par la rigidité de sa condition à accepter les déterminismes des hommes, par sa vie éloignée de toute richesse et de tout confort, sa vie rythmée par les saisons. Il comprenait aussi les nécessités de la nature. Les bonnes moissons, comme les années de gel, formaient son cœur à la constance dans les épreuves comme dans la consolation. La Sainte Vierge ne se leva pas un matin pour déposer un curriculum vitae auprès du bon Dieu pour prétendre au poste de mère du Sauveur. Mais un jour, seule chez elle, ne demandant rien de plus que d'être ce qu'elle devait être, elle devait adresser à l'ange le fiat si libre qu'il serait la porte d'entrée du salut du monde.
Quand alors la grâce venait frapper à la porte de son cœur, l'éternel paysan la recevait avec autant de simplicité que son bol de soupe à l'oignon du soir. Et enfin, ils n'étaient pas non plus tous saints. Vous avez une vision un petit peu utopique, mon cher François. Oui, vous avez raison, Corentin, ils n'étaient pas tous saints. Il leur arrivait même parfois de rater la grand-messe du dimanche. Il disait, en riant, pour embêter les curés, que travailler c'est prier, et ils ne croyaient pas si bien dire, tant leur travail était une prière et l'atelier un oratoire, écrit magnifiquement Peggy. Les modernes, quant à eux, un à un ont répondu à l'univers le non serviam luciférien. Je ne dis pas que nos ancêtres étaient heureux ou parfaits, je l'ignore, mais je constate simplement que si, contrairement à eux, nous avons tout sur le papier pour être heureux, nous ne le sommes pas non plus. Et le prix que nous payons pour toutes nos réformes et notre progrès est d'avoir perdu le sens de la vie même. Quand le travail n'est qu'une parenthèse douloureuse de notre vie, coincé entre l'âge d'or d'une jeunesse passée et l'espoir de la tranquillité de la retraite, qu'il se résume à ce que n'importe qui puisse vendre n'importe quoi à n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, il semble évident que personne ne peut vivre pour son métier. 2 ans de plus à travailler dans un travail qui en vaut la peine, ça n'est rien, mais 2 ans de plus dans une tâche aliénante, dénuée de sens, paraissent insurmontables. C'est Peggy, encore lui, qui écrit si bien, je cite, « De mon temps, tout le monde chantait. Dans la plupart des corps de métier, on chantait. Aujourd'hui, on renacle. Dans ce temps-là, on ne gagnait pour ainsi dire rien. Les salaires étaient d'une bassesse dont on n'a pas idée. Et pourtant, tout le monde bouffait. Il y avait, dans les plus humbles maisons, une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond, on ne comptait pas. Et on n'avait pas à compter. Et on pouvait élever des enfants. On en élevait. Il n'y avait pas cette espèce d'affreuse triangulation économique qui, à présent, d'année en année, nous donne un tour de plus. On ne gagnait rien, on ne dépensait rien, et tout le monde vivait. Et avant de conclure, ce qu'on voit de la réforme des retraites, c'est que cette réforme, donc, elle a précédé celle de 1993, il y en a eu en 2003, il y en a eu une en 2010, en 2014, et en fait, on a toujours voulu réformer la retraite en France. Oui, non, vous avez raison, c'est pas une première. Après, celle-là, quand même, sur le fond, enfin, est vraiment une réforme de fond du système, donc là-dessus, elle est différente. Et les tentatives sont encore plus nombreuses. Depuis une trentaine d'années, en moyenne, il y a eu une tentative de réforme tous les 4 ans. Mais vous voyez, selon moi, je trouve ça très intéressant ce que vous pointez du doigt. C'est ici une des raisons de la nullité du droit moderne. C'est une frénésie qui s'est emparée des législateurs depuis la Révolution, un trait de caractère significatif des modernes, celui de s'obstiner à parler pour ne rien dire, mais qui s'avère particulièrement néfaste lorsqu'on touche à la loi. Les assemblées révolutionnaires ont en effet ont proclamé plus de 15 000 lois entre 1789 et 1795. Joseph de Maistre, dans Considérations sur la France, écrit à ce sujet, je cite, « Je doute que 3 races de rois de France aient enfanté une collection de cette force. Lorsqu'on réfléchit sur ce nombre infini de lois, on éprouve successivement 2 sentiments bien différents. Le premier est celui de l'admiration, ou du moins de l'étonnement. L'édifice de ces lois est une œuvre atlantique, dont l'aspect étourdit. Mais l'étonnement se change tout à coup en pitié, lorsqu'on songe à la nullité de ces lois, et que l'on ne voit plus que des enfants qui se font tuer pour élever un grand édifice de cartes. » Fin de citation. Déclarer que désormais, les choses seront ainsi, et point comme elles étaient hier, n'est en soi pas effectif. Sans rentrer dans la question de l'autorité du souverain, qui la rallongerait excessivement notre propos, toute fondamentale qu'elle soit, mais simplement, il faut que la réforme soit assimilée, voyez-vous. La République a pris la fâcheuse habitude de faire chaque année plus de lois et de règlements que les législateurs eux-mêmes ne peuvent dénombrer. Comment veut-on qu'ils pénètrent alors dans le peuple et dans l'esprit de la nation ? Or, tant que ces lois n'ont pas pénétré le peuple, n'ont pas pénétré l'esprit de la nation, elles ne sont que des taches d'encre sur une feuille et n'ont pas plus de valeur que le prix qu'a coûté le papier à l'imprimeur. Suivons le sage conseil d'Ovide qui écrit « Quod caret alterna requie durabile non est ». Tout ce qui n'est pas suivi de repos n'est pas durable. Cependant, si le peuple ignore les légions de nouvelles lois, il faut bien que l'administration républicaine s'exécute devant l'autorité intrinsèque de la loi qu'elle seule reconnaît. Pensons à ce sans-culotte qui fait irruption dans le couvent, vous savez, le couvent du dialogue des Carmélites de Bernanos, et qui s'en va trouver les jeunes sœurs pour leur annoncer qu'elles sont libérées car la loi les protège. Et donc on forcera le peuple dans des réformes qui lui sont étrangères, on le modèle à tour de force. Tout change par la tête en République, alors que l'on prétend que la souveraineté vient d'en bas. Tandis qu'hier, les lois se confondaient avec les coutumes que les siècles de vie du peuple avaient distillées, et lentement remontaient des entrailles de la nation jusqu'à la plume du roi. Ce régime prétend que l'État, le peuple et la nation ne font qu'un.
je parle bien de la République. Cela est presque vrai, puisque le premier aura bientôt fini d'étouffer les deux autres. N'est-ce pas le propre du totalitarisme ? Bernanos, visionnaire à son habitude, disait dans son cycle de conférences dont j'ai parlé tout à l'heure, La liberté pour quoi faire, je cite, « La société capitaliste était prédestinée dès sa naissance à devenir la société totalitaire. » Fin de citation. En réalité, qu'elle devienne marxiste, fasciste, national-socialiste, ou bien qu'elle s'engouffre dans le libéralisme, la société capitaliste fournit le terreau du totalitarisme, car elle lui donne l'État moderne et tout un peuple qui lui est enchaîné. Mais alors, est-ce qu'il y a une solution politique à tout ça, François ? Écoutez, mon cher Corentin, vous me connaissez, mais je m'excuse de conclure une nouvelle fois de la sorte. Je ne parviens pas à croire en une solution politique. Je ne peux imaginer qu'une solution saine vienne d'un régime en putréfaction et d'une nation moribonde. L'unique issue ne me paraît tenir qu'à la vertu de chacun. C'est l'unique credo antimoderniste qui vaille d'ailleurs, non pas en arrière-toute, mais celui qui fut le credo de Péguy, de Blois, de Bernanos, de Thibon et de tous ces grands. Plus que jamais, il faut au monde des héros et des saints. Voilà ce qui a été selon moi leur credo et que je pense en réalité est la seule solution encore une fois ici. Cependant aujourd'hui, le héros et le saint sont des figures bien moins flamboyantes que celles d'autrefois. Il ne faut plus espérer de Magellan, de Godefroy de Bouillon, ni d'Achille ou d'Ulysse, ni même de Saint Joseph de Cupertino et ses élévations quotidiennes ou Saint Vincent Ferrier et ses 40 résurrections. Notre monde leur est trop hostile. Il s'est battu contre eux. Parce que l'Occident avait offert au monde les plus grands saints et les plus grands héros, c'est en Occident que les démons et les médiocres prirent leur plus grande revanche. Aigris par des siècles incessants de persécutions, ils se jetèrent sur la moindre faiblesse de notre glorieuse civilisation comme un animal affamé. L'Occident avait enfanté Léonard de Vinci, Racine, le Caravage, Bach, Notre-Dame et le Parthénon. Or jamais a-t-on vu de pire laideur que celles qui sortent des ateliers des artistes modernes, qui souillent par leur souffle même ce beau mot d'art. Et bien sûr qui sont tous occidentaux. Comme eux, le bourgeois occidental est d'une race plus endurcie que les autres, puisqu'il a survécu au Moyen-Âge chrétien, âge dont l'hostilité à l'argent fut la plus franche, la plus fondamentale et la plus enracinée qu'en aucun autre. Comme il fallait beaucoup de vices à ce bourgeois du Moyen-Âge pour être ne serait-ce qu'un peu préoccupé par son épargne ou pour imaginer même prêter à usure, il faut aujourd'hui beaucoup de vertus pour résister un peu aux grandes servitudes modernes que sont l'État, l'argent et la machine. Je veux dire par là, vous voyez qu'aujourd'hui, le moindre agriculteur, le moindre artisan, la mère de famille, le père de famille, qui emmènent chaque dimanche leur marmaille à la messe et préfèrent leur tendre des livres que les écrans, tout cela sont des héros. J'ai l'intime conviction qu'il en va de même pour la sainteté, le catholique qui aujourd'hui ose ne serait-ce que demander la sainteté silencieusement dans sa prière est sûrement plus proche de la béatitude que tant de grandes âmes doctes et pieuses du Moyen-Âge. Tous ces héros et ces saints, tout invisibles qu'ils sont, gardent chaude la petite braise qu'il reste de la flamme de l'Occident, dans l'espoir qu'un jour, sortie de ses cendres, elle l'embrase à nouveau. Merci beaucoup François, on l'espère aussi de tout cœur, et puis bon dimanche des Rameaux. Merci beaucoup Corentin, à vous aussi, et bonne semaine sainte à tout le monde.